Bonjour à tous. Je vous remercie de participer à ce webinaire consacré à l'intelligence artificielle et consacré à la question de savoir comment intégrer l'intelligence artificielle dans l'entreprise pour qu'elle soit utilisée et qu'elle soit au cœur du travail humain. Nous allons, pour ce webinaire, faire intervenir Sacha Danino, qui est auteur de théâtre, qui nous parlera du récit d'entreprise, et dans un second temps, Sophie Geneste, qui est doctorante, chercheuse en sciences de gestion et qui mène une thèse au sein d'un grand groupe bancaire sur l'appropriation de l'intelligence artificielle. Nous allons attendre encore quelques instants que les dernières personnes se connectent, puisque par expérience, les gens se connectent parfois avec quelques minutes de retard. Je vous remercie d'être aussi nombreux. Je commence lentement la présentation. Donc la particularité de ce Zoom, c'est que, contrairement à ce que nous proposent les moyens technologiques, nous avons décidé d'être tous réunis dans la même salle. C'est peut-être parce que c'était l'occasion de parler du récit et que le récit, c'est compliqué de le vivre à distance, surtout quand on est une personne de théâtre. Alors, nos intervenants, donc il y a Sacha Danino, qui est auteur de théâtre, qui a déjà obtenu 2 Molières, qui a des pièces qui sont sur les planches depuis plusieurs dizaines d'années. Et on a fait le choix de le faire intervenir parce que ce qui revient régulièrement dans les questions liées à l'intelligence artificielle, c'est les questions de culture d'entreprise, de récit d'entreprise. L'intelligence artificielle n'est pas une question seulement technologique, c'est une question c'est un enjeu qui va modifier nos rapports au travail, nos rapports à l'entreprise et savoir comment ce nouvel acteur va intervenir dans l'entreprise pose la question du récit global de l'entreprise. Et on va donc avec lui, plutôt que de faire de la théorie sur ce qui est un récit d'entreprise, on a privilégié le fait de faire un dialogue à deux sur la façon dont on rédige, dont on crée un récit au théâtre et de voir comment, en parallèle, finalement, se crée aussi un récit en entreprise. Sophie Geneste, donc, est chercheuse et elle se présentera dans la seconde partie. Mais elle peut déjà se présenter. Hop. Bonjour à tous. Alors, donc je poursuis. Donc, l'habitude du groupe Dièdre, c'est de réaliser non pas un webinaire, mais plutôt une série de 3 webinaires. On l'a fait précédemment pour traiter la question du burn-out, puisque un webinaire pour traiter de ce type d'enjeu est largement insuffisant à nos yeux. Donc, le premier, nous allons parler de l'intelligence artificielle au cœur du travail humain. Dans le second webinaire qui aura lieu le 9 juin, la question de la contextualisation de l'intelligence artificielle va se poser pour pouvoir la déployer, donc la contextualiser dans des métiers. Nous inviterons Élise Berlansky, qui est docteur en sciences de gestion et qui est aussi data scientist. Donc, il y a une vision à la fois globale, mais à la fois aussi très technologique de ces questions-là. Et pour entrer un peu plus dans la technologie, le 3e webinaire sera consacré au déploiement de l'intelligence artificielle au sein des entreprises. Et là, nous aurons comme invité Johan Barbier, qui est directeur du laboratoire Innovation d'Alten, qui est un grand groupe technologique et qui est spécialisé sur les projets liés à la cybersécurité, puisqu'il est docteur en cybersécurité, et à la data et à l'intelligence artificielle. J'avance un peu plus, donc le plan du webinaire, je vais rapidement vous présenter le groupe Dièdre et notre positionnement. Le deuxième point, la deuxième partie sera consacrée au récit. La troisième, aux freins à l'appropriation de l'intelligence artificielle et aux solutions proposées. C'est ce que nous présentera Sophie Geneste. Et en 4e partie, l'offre de conseil du groupe Dièdre, qui s'appuie évidemment à la fois sur une pratique du conseil et sur une observation de ce qui se passe dans la recherche.
puisqu'effectivement, je vous présente rapidement le groupe Dièdre. Le groupe Dièdre existe depuis 2017, mais je mène des missions de conseil depuis 1997, donc ça fait 25 ans, dans diverses structures. J'ai la conviction que les sciences humaines, que sont les sciences de gestion, qu'on appelle également le management, les sciences sociales, nécessitent aussi une R&D au même titre que les technologies. C'est pour ça que je construis une R&D dans ce qu'on appelle aujourd'hui une open company, c'est-à-dire une entreprise qui accueille des gens en CDI, mais aussi des gens qui s'agrègent et qui agrègent leur savoir. Donc il y a une R&D qui se construit en sciences humaines, et Sophie Jeunesse nous donnera l'exemple de ce que c'est la R&D en sciences humaines, en tout cas en sciences de gestion. Le troisième point, c'est que le groupe Dièdre s'intéresse tout particulièrement à la performance opérationnelle des projets et de ce qui est mené au sein des organisations. La performance opérationnelle, on verra un petit peu comment elle s'entend dans la partie conseil, mais en tout cas, c'est beaucoup plus large que les performances juste économiques ou avec d'autres indicateurs plus triviaux. Ensuite, nous menons des interventions de conseil qui sont sur mesure, puisque nous écoutons nos clients et nous déployons des méthodes et des outils qui sont éprouvés, qui sont testés et qui sont spécifiques à la problématique, c'est-à-dire à l'angle avec lequel l'entreprise souhaite aborder une question, que ce soit le burn-out ou l'intégration de l'intelligence artificielle. Et ces outils sont testés lors de travaux de recherche ou lors de séances de conseil. Donc après, évidemment, il y a une démarche de gouvernance, mais nous y reviendrons. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, l'intelligence artificielle, j'en donne une définition et des usages actuels très, très, très limités. On rentrera beaucoup plus dans le détail sur les définitions avec Élise Berlansky, donc dans notre webinaire du 9 juin. La définition globale, c'est que ce sont des programmes, l'ambition de l'intelligence artificielle, donc qui ne date pas d'hier, puisque cette ambition date des années 50, les années 50 et 60. L'ambition, c'est que les programmes informatiques réalisent des tâches que l'homme réalise. C'était ça la première ambition. C'est un petit peu, on a vu ça avec les ordinateurs qui jouent aux échecs ou aux jeux de Go. Et au début, l'ambition, c'était qu'ils puissent remplacer l'homme, mais sans avoir de performance particulière. On s'aperçoit aujourd'hui que grâce au machine learning, c'est-à-dire à la capacité très puissante, la capacité de calcul qu'ont les ordinateurs, ils peuvent rapidement apprendre des choses. Et donc là, il y a des apprentissages, des autonomies, des apprentissages autonomes et beaucoup d'automatisation. Ça, c'est le premier volet que propose un petit peu l'intelligence artificielle. Le second, ce sont des algorithmes. Donc, un algorithme, c'est juste une formule mathématique adaptée à un problème et qui a une double puissance de calcul. D'abord, une capacité à embrasser un nombre de données extrêmement important. Et aujourd'hui, ces données sont à disposition. Et le deuxième point, c'est cette énorme puissance de calcul démultipliée par le cloud qui permet très rapidement d'avoir une certaine vision des choses et parfois de prendre des décisions rapidement. Voilà un petit peu ce que propose l'intelligence artificielle aujourd'hui, donc soit d'imiter l'homme en répétant un certain nombre de tâches jusqu'à qu'elles deviennent automatiques, ou alors au contraire avoir une énorme puissance de calcul et embrasser un énorme volume de données. Le paradoxe de l'intelligence artificielle, c'est que d'abord, il y a l'aspect positif, c'est que ça permet de se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée, et donc permet à chacun d'entre nous, à ceux qui sont aidés d'un outil d'intelligence artificielle, de se désengager, voire d'avoir un peu moins de stress par rapport à des tâches qui sont répétitives ou qui s'imposent à nous avec beaucoup de rapidité. On doit parfois répondre à des mails très rapidement, répondre à des tâches très rapidement, prendre un certain nombre de décisions. Et l'idée qu'il y a une intelligence artificielle qui peut automatiser et puis répondre beaucoup plus rapidement nous donne l'idée qu'il y a une performance
une optimisation de la performance. Ça, c'est la vision positive de l'intelligence artificielle. La vision négative, évidemment, c'est qu'il y a le sentiment qu'on ne prend plus, qu'on n'est plus à même de prendre des décisions, ou que la décision finale que nous prenons est finalement le résultat, la résultante d'un certain nombre d'autres décisions secondaires qu'a pris l'intelligence artificielle à notre place. Donc, face à ce paradoxe, quelle est la solution? La solution d'un récit qui nous réconforte. En tout cas, c'est ce qui ressort des échanges que j'ai avec mes clients et d'un certain nombre de sondages. C'est-à-dire que quand on est dans cet inconfort, dans ce paradoxe, ce qui est important, c'est d'avoir un récit d'entreprise ou un projet qui nous dise « ne t'en fais pas, les choses sont bien gérées ». Et ce qui est proposé par l'intelligence artificielle n'est pas stratégique, ne va pas entamer ton autonomie. Et donc, ce récit est nécessaire. En l'absence de ce récit, et c'est là où est tout l'enjeu de cette série de webinaires, en l'absence de ces récits d'entreprise qui réconfortent, d'autres mythes archaïques se substituent avec d'autres mythes très, très anxiogènes. C'est la raison pour laquelle ce webinaire s'intéresse à la capacité des entreprises à construire un récit qui à la fois réconforte les personnes dans l'usage de l'intelligence artificielle et les mette en capacité d'agir pour l'intégrer et l'utiliser convenablement. Alors, là maintenant, je vais passer la parole à Sacha Danino qui va, en quelques slides, nous raconter comment on écrit un récit et quelles sont les particularités du récit. Alors, bonjour à tous. Vous l'aurez compris, je ne suis pas un spécialiste de l'IA. Je vais m'adresser à vous en tant que dramaturge, auteur de théâtre. Et je vais être assez simple, je vais parcourir des grandes lignes. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que on n'écrit jamais en soi. On écrit toujours pour un public au sens très, très large du terme. Il n'y a jamais d'abstraction, on s'adresse toujours à quelqu'un. Quand j'étais journaliste, avant d'être auteur, je travaillais pour un journal professionnel et je ne m'adressais pas au grand public, je m'adressais à des spécialistes qui avaient un très très haut niveau d'exigence, donc je devais vraiment documenter et faire des articles avec une plus-value certaine. Donc, je devais m'adapter à ce public de spécialisés. Aujourd'hui, au théâtre, je suis confronté aussi à différentes formes de public. Le théâtre présente plusieurs publics. Le théâtre subventionné, par exemple, est un public plutôt élitiste qui appelle, on va dire, une écriture plutôt expérimentale et militante. Alors, sans tomber dans les caricatures, vous imaginez sur scène 12 jeunes filles toutes nues sur lesquelles on asperge de sang pour dénoncer les ravages du capitalisme financier. Voilà, ça, je suis un peu dans la caricature, mais c'est un type d'écriture par rapport à un type de public. Dans le privé, théâtre privé dans lequel je travaille, on distingue d'autres types de publics. Il y a le jeune public qui va déterminer un type d'écriture. Vous imaginez bien que devant des jeunes enfants, on va éviter de parler de la phénoménologie de l'intuition de Heidegger, donc on va devoir faire plutôt simple. Il y a un autre type de public, il y a le public des personnes plutôt âgées, qui est un public très intéressant, puisque c'est celui qui se déplace le plus au théâtre et qui a le plus d'argent. C'est un public qui demande une écriture plus convenue, plus littéraire, et qui va souvent voir des pièces qu'on pourrait qualifier d'historiques. Ce qu'on appelle des biopics, c'est-à-dire des récits historiques sur scène. Et en ce qui me concerne, moi, je suis plutôt dans la partie publique, comment on peut dire, familiale, donc qui autorise en fait une certaine familiarité, certaine grossièreté, certaine fantaisie. Voilà. Donc chaque public détermine un type d'écriture. Ensuite, n'importe qui peut se lancer dans l'écriture, mais il y a un risque. Il y a le risque d'abord de faire quelque chose d'assez insipide, et le deuxième risque le plus important, c'est de s'essouffler au bout d'une dizaine de pages d'écriture. On ne sait plus où aller.
C'est pour ça qu'au fur et à mesure, on a inventé des recettes et des outils qu'on a appelés la dramaturgie. Alors, vous imaginez bien qu'ici, on ne va pas parler de dramaturgie, on ne va pas parler d'arche narratif, ni de caractérisation des personnages, de climax, etc. Ça sera un peu trop pointu. La seule chose véritablement importante, c'est un objectif inavoué, inavouable, chez nous, les dramaturges, c'est le fait de, si je peux me permettre d'être trivial, de scotcher le public, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il reste que son attention demeure de la première réplique à la dernière. On va maintenir son attention. Et pour ça, on utilise un certain nombre de recettes. Parmi ces recettes, il y a la question des émotions. Les émotions sont très importantes dans la dramaturgie. Il faut faire attention. Alors, on ne va pas explorer là maintenant tous les aspects de l'émotion dans la dramaturgie. Moi, je vais retenir 3 points très importants. D'abord, la plus importante, c'est l'interprétation du comédien. Il est évident que si vous jouez une scène de deuil, de tristesse, et que vous avez un comédien qui ne sait pas la jouer, qui fait semblant de pleurer, etc., on n'y adhère pas. Donc, l'interprétation, ça va de soi, c'est extrêmement important. Il y a la musique. La musique est un élément très important dans le récit. Je ne sais pas si vous avez vu le film Le Discours d'un roi, avec cette scène finale où Georges VI doit annoncer à sa nation, alors qu'il est bègue, que son pays entre en guerre contre l'Allemagne. Cette scène est très émouvante, elle n'aurait eu aucun impact si derrière on n'entendait pas la septième de Beethoven. Et je me dis toujours, si ça avait été, par exemple, Highway to Hell de AC/DC, je pense que l'impact émotionnel n'aurait pas été le même. Donc la musique souligne et intensifie aussi les émotions. Dernier point, la sincérité. La sincérité. J'ai toujours un bon exemple, c'est les films Pixar. Vous savez, c'est ces films d'animation américains qui sont extrêmement bien faits, bien réalisés, bien marketés, bien pensés. Et ils intègrent toujours, ils distillent toujours dedans dans ces films beaucoup d'émotions pour maintenir justement l'attention du spectateur. Or, ces émotions-là, au fur et à mesure, quand on les étudie, on voit qu'en fait, elles sont calibrées, elles sont formatées, elles sont voulues à un temps donné, et elles manquent de sincérité. Et au bout d'un moment, on n'y croit pas. Ce qui veut dire que pour moi, une histoire qui suscite de vraies émotions, c'est d'abord une intention de sincérité. Sans ça, il n'y a pas de véritable émotion, et donc on ne peut pas accaparer le public, l'emmener quelque part et le faire adhérer à notre histoire. Et cette question de la sincérité m'amène à la question de la vraisemblance. La vraisemblance, alors ça peut paraître peut-être évident, mais je suis obligé d'en parler. Une histoire, une fiction doit être vraisemblable. Alors, c'est là où on est face à un paradoxe, c'est qu'une histoire, pour qu'elle soit vraisemblable, elle doit impérativement s'écarter de la réalité. Même ce que vous voyez au cinéma, par exemple des biopics, des films historiques qui racontent la vie d'un héros, ce n'est pas la réalité, ça reste une narration, ça reste une construction narrative. Je m'explique. Pourquoi on ne doit pas se plaquer sur la réalité et on doit rester vraisemblable? Parce qu'il nous est tous arrivé un moment dans notre vie d'être dans un dîner et puis on parle de choses et d'autres, et à un moment on évoque un vieil ami d'enfance qui s'appelle Bernard, qui habite à Lyon, dont on n'a pas de nouvelles depuis 15 ans. Et il s'avère que le lendemain, comme ça, par hasard, on fait ses courses et avec nos enfants, et là, on tombe nez à nez avec Bernard. Et on lui dit « Ah, ben, c'est incroyable, parce que justement, je parlais de toi hier. » Et on se dit « Bon, ça nous arrive dans la vie. Seulement, au cinéma ou dans une pièce de théâtre, c'est tout simplement pas crédible. On n'y croit pas. C'est ce qu'on appelle tirer par les cheveux. » Donc on est comme ça dans cette situation où il faut éviter d'être plaqué sur la réalité, parce que ce qui se passe dans la réalité est impossible dans une fiction. Et notamment, on a un terme comme ça en dramaturgie, c'est le Deus ex machina. Ça veut dire le Dieu sorti comme ça de la machine. C'est quelque chose qui tombe d'un coup et qui est invraisemblable dans une fiction. Même si ça peut arriver dans la réalité, c'est invraisemblable et on n'y adhère pas dans une fiction. Moi, j'ai un exemple qui m'est arrivé.
C'était un ami qui, lors d'un apéro, me faisait part de ses états d'âme de journaliste. Il me disait qu'il était plutôt mal rémunéré, il s'ennuyait, et surtout, il était en conflit avec sa direction. Et il s'avère que le lendemain, il me dit, voilà, je suis appelé par ma direction, et ça sent pas très très bon. Et ce qui est amusant, c'est que la direction avec qui il était plutôt en tension lui annonce qu'il devient rédacteur en chef parce que l'ancien directeur en chef prenait sa démission, enfin, déposait sa démission. Donc, tout d'un coup, ça lui tombe dessus. Il devient rédacteur en chef alors que la veille, il me confiait qu'il allait très certainement se faire limoger et qu'en plus, il s'ennuyait et que ça, quelque part, ça l'arrangeait. Cette chose comme ça qui tombe du ciel, c'est un Deus ex machina. C'est quelque chose qui nous fait sortir du récit parce qu'on n'y croit pas, on n'y adhère pas. Dans les films américains, c'est quelque chose d'assez classique, les films d'action où un type brandit une arme sur un personnage et on le voit parler en lui disant « Voilà, toi, je vais te tuer et je vais te tuer parce que je ne t'aime pas. » Et puis à ce moment-là arrive, je ne sais pas, j'improvise un peu, il arrive une tornade qui emporte la personne comme ça. Bon, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Même si dans la vie, ça peut être possible, dans une fiction, ça ne l'est pas. Donc, la vraisemblance est une exigence impérieuse en dramaturgie. Donc, je pense que j'ai peut-être fait le tour du premier slide. Je ne sais pas ce qu'en pense Benjamin. Oui, alors je ne vais pas m'étaler pour laisser plutôt la parole à Sacha puis à Sophie, mais vous voyez bien qu'à côté, on a les mêmes caractéristiques pour ce qui se passe en entreprise. En entreprise, on ne déroule pas des tableaux Excel, on parle à différents publics, que ce soit les employés, les consommateurs, les investisseurs, les institutions. À chaque fois, il y a un récit parce qu'il y a différents publics. La stratégie, même si elle est délirante, il faut qu'elle soit vraisemblable, qu'elle s'accroche à certaines choses. Donc, et sur aussi les outils, le récit d'entreprise, ce n'est pas du tout du storytelling, c'est-à-dire les 4-5, la petite histoire qui introduit un événement. C'est toute l'histoire de l'entreprise avec des archives, avec des silences, avec des moments où la personne parle avec différentes scènes. Elle peut parler lors du pot de départ de quelqu'un, lors de la remise des diplômes à HEC, etc. Donc à chaque fois, il y a des pièces, il y a des scènes et il y a des documents. Et maintenant, il y a des documents numériques qui construisent peu à peu la stratégie d'entreprise. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement similaire. Maintenant, l'histoire dans l'histoire, il arrive aussi parfois une histoire et une autre soit submergée par une autre histoire. Alors, je vais vous faire part de 3 anecdotes, j'espère que j'aurai un peu le temps. La première concerne une pièce que j'ai écrite il y a plus de 16 ans, qui s'intitule Le Tour du monde en 80 jours, et qui, comme vous l'imaginez, est une adaptation du roman éponyme de Jules Verne. Il s'avère que c'est une pièce très burlesque, très fantaisiste, et qui s'est jouée pendant 16 ans. Et étant donné qu'elle a bien fonctionné, elle a tourné beaucoup en France, mais elle a tourné beaucoup à travers le monde. Et elle a notamment été invitée, on va dire, en Arabie Saoudite. Or, dans cette pièce, il y a beaucoup de références, on va dire, en dessous de la ceinture. Donc, on a dû, parce que le service de la censure de l'Arabie Saoudite nous a invités à le faire gentiment, on a dû extraire tous ces moments, on va dire, un peu érotiques de la pièce, qui lui donnaient justement un peu son piment. Et au final, on a eu une pièce qui était complètement dénaturée et qui avait perdu un peu son âme, finalement. Donc, ça, c'était un premier cas assez intéressant où une pièce, en fonction de son contexte, n'est plus la même. Il m'est arrivé aussi une autre expérience où une pièce a beaucoup changé. C'était un seul en scène qui s'intitulait « Ne pas donner à manger aux conférenciers », qui évoquait le Paris médiéval. Et il s'avère que j'avais fait appel à 2 metteurs en scène pour cette version-là. On avait très bien travaillé ensemble et on avait invité le directeur et le producteur à venir souvent
assister aux répétitions pour voir s'il validait, pour voir si ça lui plaisait. Alors, ce qu'on n'est absolument pas obligé de faire au théâtre, hein, on n'est pas du tout obligé de le faire, mais c'était par correction, étant donné que c'était lui qui investissait et que c'était dans son théâtre. Et on a dû, on l'a comme ça invité, excusez-moi. Voilà. Le jour de la première est arrivé, et il s'avère, voilà, pardon, excusez-moi, je reprends, il n'a pas voulu assister aux répétitions, pour des raisons qui lui étaient personnelles, et le jour de la première, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas du tout adhéré à la mise en scène. Et de manière assez humiliante, il nous a demandé à moi ainsi qu'au metteur en scène de suspendre la pièce et de tout modifier. Ce qui était bien entendu assez difficile à entendre, surtout devant tout le monde lors d'une première. Et il a fait en sorte que la pièce s'arrête momentanément, 15 jours, le temps qu'on fasse la mise en scène. Du coup, moi j'ai fait appel à un autre metteur en scène qui a refait de tout en comble, qui a tout retravaillé. C'était plus du tout la même pièce, la mise en scène était complètement différente, mais c'était toujours le même texte. Même texte, mais mise en scène différente. On était face à une chose comme ça. Du coup, je ne sais pas si j'ai le temps d'aborder la troisième pièce qui s'appelle Oh My God. Benjamin m'a me confirmé ou pas? En quelques mots. En quelques mots, voilà, Oh My God est une pièce américaine dont on avait acheté les droits, qui était une pièce plutôt grave, plutôt dure, et dont le principe était assez sympathique, mais j'ai trouvé un peu moralisante. Et on l'a adapté pour le public français, mais adapter chez nous, ça ne veut pas dire traduire, adapter, ça veut dire recréer une pièce. Et on en a fait quelque chose d'assez printanier, d'assez sympathique, avec beaucoup de musique et tout. Le jour de la première, l'auteur américain est venu dans la salle, et je l'ai vu, au fur et à mesure que la pièce se déroulait, j'ai vu son visage se décomposer, complètement se décomposer. Et à la sortie, il nous avait dit que c'était plus du tout la même pièce. On avait fait un vrai travail d'adaptation, et cette adaptation-là ne lui avait pas plu. Pour la petite anecdote, il nous a menacé de faire appel à des avocats si on continuait à faire jouer cette pièce qui ne lui plaisait pas. Et on lui a répondu dans ce cas-là qu'on arrêtait le projet tout simplement. Voilà 3 histoires dans l'histoire, on va dire. Alors rapidement, donc, on rencontre la même chose dans les récits d'entreprise. Évidemment, une entreprise qui bouge, qu'elle aille en Arabie Saoudite ou dans d'autres pays, raconte autre chose, développe une culture différente, et donc on a le même caractéristique d'adaptation culturelle. Et puis le cas du directeur de théâtre nous fait penser aux fonds d'investissement qui doivent être en retrait et qui soudain deviennent intrusifs et changent le récit de l'entreprise. C'est-à-dire qu'à un moment, ils prennent une décision, ils donnent une directive, et cette directive change complètement. Donc même dans le récit d'entreprise, il y a une histoire dans l'histoire. J'accélère. Alors, le vécu du public. Alors oui, il m'est arrivé, moi, quelque chose assez très personnel, qui montre que les pièces ne se perçoivent pas de manière absolue. Il n'y a pas un absolu de la perception ou la réception d'une pièce. Ça a été un peu dur, mais j'étais allé voir un seul en scène de Virginie Hoc au théâtre du Tristan Bernard. J'étais plutôt content, je savais que j'allais passer une très bonne soirée, que j'allais, j'espère, rire. Et il s'avère que je m'installe dans la salle et je reçois un texto de ma femme qui dit « Tu as vu ce qui s'est passé ?» La pièce va commencer dans 3 minutes, je ne cherche pas à savoir, et puis il y a quand même une petite voix qui me dit « Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et là, je vais sur un site d'information et j'apprends qu'un professeur à Conflans-Sainte-Honorine vient de se faire décapiter dans la rue en plein jour. Et à ce moment-là, face à cet événement, je m'écroule, c'est-à-dire que je sors complètement du contexte dans lequel j'étais. Et là, la pièce commence, le noir apparaît, la pièce commence, les rires éclatent un peu partout dans la salle, et moi, je ne peux pas rire, je ne sais pas rire, je ne peux plus. En fait, il y avait une sorte de dichotomie entre ce qui se passait dans la salle et ce qui se passait en moi. Je suis arrivé dans un théâtre avec des intentions, et dès lors qu'il y a eu cet événement-là, je n'étais plus le même, et je n'ai plus perçu la pièce de la même manière. Et c'est le souvenir que finalement j'en ai sorti, j'en ai gardé en sortant,
c'est cette espèce de distance avec cette pièce où j'étais resté blanc, vide face à cet événement. Pour la petite histoire, je suis retourné ensuite à Bruxelles pour la voir quelques mois plus tard, et là, j'ai pu l'apprécier telle qu'elle était. Oui, alors bon, il faut savoir, donc du coup, ça c'était une expérience qui m'est arrivée, qui était une expérience très forte, mais il faut savoir aussi qu'au théâtre, le public n'est jamais le même d'une soirée à l'autre, d'une période à l'autre. À Paris, on parle du public de province, qui est plus, comment dire, plus à même de rire, qui est plus facile à faire rire. Le public du samedi soir n'est pas le même que le public de semaine. Et on arrive à avoir finalement des pièces un peu différentes parce que la réception du public n'est pas la même. Moi, je suis spécialisé plutôt dans la comédie, donc on est très à cheval sur les rires du public, on est très réactif sur le rire du public. Et on voit bien, on mesure bien que d'un soir à l'autre, d'une période, d'une saison à l'autre, voire d'une année à l'autre, les choses ne sont pas du tout les mêmes. Ce qui nous amène parfois même à adapter la pièce en fonction de l'actualité. Vous allez me trouver peut-être un peu monomaniaque là-dessus, mais c'était assez flagrant. On avait une pièce qui s'appelait La Dame Blanche, qui était un policier un peu fantastique. Et la pièce marchait très très bien, et il s'avère qu'à un moment, il y a eu les attentats du Bataclan. Et dans notre pièce, à un moment, il y a un des personnages qui prend un fusil et qui tire sur scène, mais avec des balles à blanc. Et bien cette scène-là, on a bien vu qu'on ne pouvait pas la mettre parce que le public n'était tout d'un coup plus du tout réceptif, était crispé, était plus du tout le même. On a pu réintroduire cette scène bien des semaines plus tard, qui était pourtant une scène importante, mais on a bien senti qu'il fallait éviter d'heurter le public à ce moment-là. Je rebondis. Alors, pour moi, c'est un point important, je vais aller rapidement, mais ça me semble essentiel, puisque ce qui se passe aujourd'hui dans les entreprises, c'est que les employés arrivent avec un très fort vécu identitaire. Ils ont été ou ils ont adhéré aux Gilets jaunes, ils adhèrent, ils comprennent, ils subissent le harcèlement et donc adhèrent au mouvement MeToo. Aujourd'hui, on parle de décolonialisme. Donc, tout ça fait que les employés arrivent en entreprise avec un fort vécu identitaire à la façon dont Sacha raconte que le public arrive, il n'est pas neutre. Et c'est souvent, il y a souvent un décalage entre les valeurs, le récit d'entreprise qui est un peu classique et qui, soudain, se trouve en face d'employés qui ont complètement changé et qui sont crispés par une question qui n'est pas du tout une question liée à l'entreprise, mais qui force à changer le récit de l'entreprise. Et un dernier point, c'est que les employés au sein de l'entreprise sont en contact avec l'extérieur au travers des réseaux sociaux. Donc, un manager qui met en place une méthode agile ou qui met en place l'intelligence artificielle, alors qu'il y a des posts sur LinkedIn et des penseurs qui vont contrecarrer l'intelligence artificielle, ça pose un problème à ce moment-là. Donc, il y a aussi la nécessité dans le récit d'entreprise de comprendre que les employés, ces publics arrivent avec des vécus identitaires très, très marqués et souvent très différents. Alors, il y a un autre outil de la dramaturgie, je vais aborder là, qui est très important pour maintenir l'attention du public, c'est le cliffhanger. Alors, le cliffhanger, si vous êtes adepte des séries américaines, vous le connaissez très très bien. C'est ce dernier instant à la fin d'un épisode qui s'arrête brutalement. Vous savez, c'est la jeune fille comme ça qui marche dans un couloir, elle ouvre la porte et là on la voit, elle fait « Ah, qu'est-ce qui va se passer ?» L'épisode s'arrête. Donc ça nous amène à dire enfin absolument qu'on voit le deuxième épisode pour savoir ce qui s'est passé. Ça c'est le cliffhanger. Le cliffhanger c'est celui qui s'accroche comme ça à une paroi. Des cliffhangers, on en a aussi à l'intérieur même d'un récit. Dans les films, par exemple, policiers, un inspecteur arrive, il commence à fouiller dans une pièce, il ouvre un tiroir et puis il fait « Oh, non, c'est pas vrai !» La scène se coupe et on se doute qu'il se passe quelque chose d'important.
Et on retrouve en fait après ce récit-là quelques scènes bien après. Mais tout ça, ce sont des éléments, des outils dramaturgiques pour tirer le public. Et c'est là où l'attention attire l'attention. Je voulais vous faire part de cet outil important chez nous les auteurs. Et c'est quelque chose qui se retrouve particulièrement en entreprise, puisque quand on veut gérer les carrières, il faut que les gens puissent se projeter. Donc même s'ils occupent un poste, il faut qu'ils sachent quel poste ils vont occuper un petit peu plus tard. Et puis quand on réussit un projet, ou quand l'entreprise mène un projet, ou remporte une vente, ou remporte un succès, le succès ne s'arrête pas là. Le succès est teinté des prémices d'un prochain succès. Donc il y a ce cliffhanger ou alors ces inquiétudes ou des choses où on est allé dans un autre pays, on va bientôt investir un autre continent. La question finalement, c'est de savoir si l'intelligence artificielle automatise un certain nombre de tâches, ce qui est très bien, est-ce qu'elle veut pouvoir continuer à instiller dans chacune de ces décisions et dans ce récit ces petits événements qui nous projettent vers l'avenir et qui projettent l'entreprise vers l'avenir. Là, c'est une des questions. Voilà, cette première partie est achevée. Elle consistait à montrer que le récit d'entreprise, ça existe, la culture d'entreprise, ça existe, il y a des valeurs, des normes, des choses, c'est extrêmement dynamique, et surtout que c'est assez différent du storytelling qui est juste une toute petite partie, une infime partie. Mais pour aller plus loin, Sophie Jeunesse va nous parler précisément de l'IA telle qu'elle doit être, telle qu'elle se l'approprie, et puis comment est-ce que les mythes, les fictions participent de l'idée qu'on se fait de l'intelligence artificielle en entreprise. Donc, bonjour à tous, comme l'a dit Benjamin, je suis effectivement doctorante en sciences de gestion à l'ESCP et je m'intéresse aux questions d'interaction entre IA et collaborateurs. C'est peut-être intéressant de vous raconter pourquoi j'en suis arrivée à cette question-là avant de vous expliquer mon terrain de recherche et où on en est. Donc, avant cette thèse, j'ai travaillé dans le conseil, notamment dans la transformation des entreprises sur les questions d'IA et de data, et j'ai été assez interpellée de voir des réactions très fortes qui étaient suscitées chez les collaborateurs vis-à-vis de ce virage-là, et souvent des réactions assez antinomiques, qui étaient des réactions de confiance extrême, qui assurément peuvent être un petit peu dangereuses dans le cas d'intelligence artificielle, versus des réactions anxiogènes et de méfiance très fortes. En tout cas, il s'agissait d'émotions assez fortes. Et si je ne suis pas autrice de théâtre, je me passionne pour le théâtre et voilà, la question des rapports entre des acteurs qui soient humains ou non humains et la question des émotions m'intéresse beaucoup. Voilà, donc je suis allée vers ces questions d'interaction entre IA et collaborateurs, avec pour commencer un premier projet d'article sur les représentations des collaborateurs vis-à-vis de l'IA et de l'imaginaire. Pour vous parler un petit peu de mon terrain de recherche, donc il s'agit d'un grand groupe bancaire qui emploie à peu près 50 000 personnes en France et qui est en train de prendre le virage de l'intelligence artificielle. En matière de méthodologie, on a opté pour des entretiens avec 3 typologies d'acteurs. Des néophytes, des non-experts en intelligence artificielle, des experts et du top management. On a réussi à récolter donc, une trentaine d'heures d'entretien semi-directif qu'on a codé et qu'on analyse selon un cadre théorique qui est le cadre technologique de référence qui a été présenté par Orlikowski. Ce cadre, pour le simplifier, présente des représentations sous 3 volets. Donc, la nature de la technologie, c'est-à-dire la définition que peut avoir le collaborateur de la technologie, donc de l'intelligence artificielle ici. Ensuite, la stratégie de la technologie, qui est pourquoi l'entreprise va implémenter cette technologie. Et enfin, l'usage de la technologie, qui a trait plutôt aux impacts que va avoir la technologie dans le quotidien. Et Orlikowski propose dans sa théorie qu'une représentation ou un cadre est souvent attribué à une typologie d'acteurs. Donc, un groupe d'acteurs, selon son âge ou selon sa fonction, va avoir un cadre ou une représentation, si vous voulez, de la technologie. Plus les cadres sont différents, plus l'appropriation va être difficile. L'idée, donc, sur ce terrain, c'était de savoir si effectivement on avait différents cadres
technologiques, donc différentes représentations. La réponse est oui. On a différentes représentations, à commencer par la question de la nature de la technologie. On se rend compte que les moins experts se représentent assez mal ce que c'est que l'IA. Ils vont avoir une vision très réduite, voire quasi nulle, des applications de l'intelligence artificielle dans l'entreprise. En matière de stratégie, on a aussi deux façons de répondre qui sont assez intéressantes. La première, et c'est la plus importante, c'est une forme de passivité de l'entreprise dans cette transformation. C'est-à-dire que ce grand groupe, selon les collaborateurs, prend le virage de l'intelligence artificielle en réponse à des contraintes qui sont ou bien une contrainte liée à la compétition, donc on a des acteurs du secteur bancaire et non secteur bancaire, par exemple les GAFAM, qui deviennent une forme de menace, et là on va avoir un champ lexical assez fort. Je vais vous donner quelques verbatims. Voilà, on entend question de vie ou de mort, si on ne le fait pas, on va mourir, il faut le faire pour survivre. Donc voilà, c'est une réponse à une contrainte assez forte. L'autre contrainte, c'est un effet de mode. Voilà, si on ne prend pas ce virage en creux, c'est mauvais pour notre image. L'autre façon de répondre à la stratégie, c'est non pas de le voir comme une contrainte, mais comme une opportunité pour améliorer nos services clients. Et ce qui est intéressant de voir là, c'est que l'opportunité, on la voit davantage donc orientée client et moins collaborateur. Comme si, en fait, l'intelligence artificielle allait assez peu impacter les opérations des collaborateurs. Ça, c'est intéressant de le voir. Et enfin, en matière d'usage, là aussi, on a différentes représentations avec... selon l'expertise, on se figurera assez mal comment l'IA va transformer notre quotidien. On se rend compte que les métiers sous-estiment souvent leur implication dans les projets d'IA, pensant que les data scientists vont faire le travail. Or, ce n'est pas vrai du tout. En fait, 80% du travail est avec le métier, est avec les experts. Voilà, donc, on a une variété de représentations au sein du groupe. Il va, dans un second temps, s'agir d'expliquer d'où viennent ces disparités. Mais si on a différentes représentations, on se rend compte qu'il y a quand même un point commun chez tous les participants, c'est la présence de mythes technologiques. On a commencé nos entretiens par une question dite d'évocation, c'est-à-dire que vous évoque le terme d'intelligence artificielle ou de data. Et là, quasi à chaque entretien, très spontanément, les participants nous parlent d'œuvres de science-fiction, comme 2001, l'Odyssée de l'espace, Black Mirror, 1984, Terminator, Minority Report. Vous voyez, toutes des œuvres assez dystopiques dans lesquelles l'intelligence artificielle ou le robot occupe une place un peu anxiogène. Je vous ai mis un verbatim derrière qui est assez éloquent. Donc voilà, je me suis toujours dit, si on continue dans cette direction, les robots vont finir par nous commander parce qu'on commence à les rendre très autonomes et je crois qu'ils vont créer leur propre monde du numérique. Ils vont essayer de prendre le contrôle de tout ça. Bon, bah ça, c'est quand même charrié par toutes ces œuvres de fiction. Un autre verbatim que je trouvais intéressant, je me dis que les créateurs créent des boutons d'arrêt d'urgence. Mais si le robot arrive à contrôler et contourner le bouton d'arrêt, il peut se contrôler lui-même et il arriverait à être comme un être humain, à étudier tout le monde, à acquérir tout. Et ça arrivera si on ne met pas de limite. Autre verbatim, quand j'entends IA, je pense aux films futuristes comme Le Cinquième élément, tous les films qui parlent des dérives potentielles des machines. Donc voilà, on voit que les imaginaires sont quand même très marqués par cette question d'IA qu'on appelle forte, c'est-à-dire une IA qui serait capable d'être indépendante et de prendre le pas sur l'homme. Ce qui est intéressant, c'est que même s'ils sont présents manifestement chez tous les acteurs, ils vont se traduire assez différemment dans leur idée de l'IA au travail. Donc les plus néophytes, ils vont parler directement de leurs craintes en disant « moi j'ai peur que finalement je ne sois plus du tout autonome dans mes décisions ». Il y a vraiment cette question d'autonomie et de crainte qui est très explicite. Chez les plus experts, et notamment chez le management, on se rend compte que cette idée de crainte, de perte d'autonomie est présente. Simplement, elle va être exprimée sous forme de point d'attention pour le futur, donc un peu plus nuancée, mais elle existe. Et on peut se demander si elle n'est pas directement liée à ces mythes, ces récits. Voilà. Enfin, je vais terminer avec la stratégie d'acculturation qui est mise en place à date dans ce grand groupe. Et on se rend compte qu'en fait, la question du récit, elle est assez présente. À commencer par les retours d'expérience qui occupent une place assez importante dans cette question d'acculturation. Ces retours d'expérience, elles permettent
de présenter des cas d'usage concrets aux collaborateurs. On voyait tout à l'heure qu'en fait, dans ces questions de nature de l'IA, il manquait cette représentation de qu'est-ce qu'on en fait, à quoi elle sert vraiment très précisément dans l'entreprise. Ça permet aussi d'introduire les collaborateurs à la réalité d'un projet d'IA, notamment la place du métier dans les projets, leur implication, on en parlait tout à l'heure, qui est donc souvent sous-estimée. Vient ensuite le volet upskilling, donc là, voilà, c'est sensibiliser et former les collaborateurs via des séminaires, des e-learning, mais aussi de façon un peu plus informelle. On va avoir par exemple tous les vendredis des sessions organisées sur la base du volontariat par des collaborateurs qui parlent une trentaine de minutes d'une solution d'IA qu'ils ont mis en place, ou un data scientist qui explique son métier. Et cette question de volontariat, elle est assez importante parce qu'en fait, on rend les collaborateurs acteurs de leur formation ou de leur récit, si vous le voulez, dans le cadre de cette transformation-là. L'explicabilité, enfin, est un enjeu majeur. L'explicabilité, en fait, c'est rendre un modèle intelligible. Ce qui est intéressant, c'est l'adaptation du récit en fonction de l'acteur auquel on s'adresse. On va évidemment pas avoir le même degré de précision avec un agent bancaire versus un data scientist ou versus quelqu'un du top management. Donc, il faut adapter, si vous voulez, le récit et l'explicabilité de notre modèle selon notre audience. Et enfin, dans la communication interne, on se rend compte que les questions de témoignage et des supports d'actualité pour documenter un petit peu cette transformation sont très importants. On essaie de rendre un peu visibles les acteurs de cette transformation. Et enfin, on tâche d'intégrer cette transformation dans le récit même de l'entreprise. Le secteur bancaire, si vous voulez, c'est une industrie de traitement de l'information. Donc la data est au cœur de cette industrie-là. Et on va faire apparaître l'intelligence artificielle, donc voilà, la big data, comme un continuum. Et c'est une façon, voilà, d'intégrer cette transformation dans l'ADN de l'entreprise et de faire en sorte que la culturation soit plus aisée. J'en ai terminé pour ma présentation. On pourra répondre à vos questions. Alors, on va essayer de... Donc, effectivement, on va répondre aux questions. Rapidement, donc je vais présenter la démarche conseil, mais vraiment en quelques minutes. De toute façon, une dizaine de minutes après la fin de cette intervention, vous pourrez télécharger le support. Donc, vous avez bien... Notre approche est la suivante, c'est que intégrer l'intelligence artificielle nécessite de l'intégrer dans le récit de l'entreprise. Et pour au moins une bonne raison, c'est que s'il n'y a pas de récit d'entreprise qui intègre l'intelligence artificielle, alors celle-ci, comme l'a montré Sophie Geneste, l'intelligence artificielle est intégrée dans d'autres récits beaucoup plus anxiogènes, puisque les mythes et les films, les fictions qu'elle a citées sont des fictions extrêmement anxiogènes. Il n'y a pas de fiction qui se finissent bien. C'est toujours donc, soit on propose un récit d'entreprise, on a une projection, on a du cliffhanger, on s'adresse à des publics avec l'explicabilité, etc. Soit on fait fi de tout cela, on reste sur un récit d'entreprise qui ne tient pas compte de l'intelligence artificielle. Et dans ces cas-là, l'intelligence artificielle est intégrée dans d'autres récits. Et c'est là où on trouve tous les freins et tous les blocages. Donc, si on a une démarche, notre démarche conseil est basée sur la construction de ce récit. Très rapidement, donc, nous travaillons sur la performance opérationnelle qui s'obtient par le travail et par l'utilisation d'outils et de méthodes qui répondent aux objectifs. Mais cela, si on peut dire, c'est la capacité de l'entreprise à réaliser quelque chose, mais il faut aussi que ça s'intègre dans une culture. Sinon, il y a un blocage. On peut pas. La culture d'entreprise, ce sont ses valeurs, ce sont les normes, les choses qu'elle charrie qui soutiennent tout le travail des employés. Si à un moment on demande, on intègre des choses qui s'opposent à ces valeurs, il y a un blocage. Et de la même façon, si on modifie l'intégration d'une technologie et d'un outil, modifie l'organigramme, ça modifie aussi les trajectoires supposées de carrière. Et là, je l'ai vu énormément dans ma carrière, notamment de recruteur, c'est des démissions en cascade. Si à un moment on change le paradigme de l'entreprise, on change aussi sa façon de faire et les gens ne s'y retrouvent plus, les employés le quittent. Donc,
Ça, c'est pour travailler sur la performance opérationnelle. Ça, c'est l'objectif. Le moyen, c'est la capacité d'agir. La capacité d'agir, c'est toujours se projeter avec la garantie d'une reconnaissance. Et pour ça, il faut accompagner des dynamiques organisationnelles. C'est ce que nous faisons. Et c'est se sentir en phase aussi avec ce qu'on attend. C'est-à-dire que entre le récit de l'entreprise et le récit que je me fais moi-même en tant qu'employé de ce que je suis et de là où je veux aller, il faut qu'il y ait une congruence, il faut que ça puisse se rapprocher. Donc, notre travail au groupe Diel, c'est aussi de donner la capacité d'agir aux employés et aux différents partenaires de l'entreprise en rapprochant leur récit personnel du récit de l'entreprise. C'est en général ce qui est fait, c'est ce qui fait que quelqu'un s'engage longuement dans une entreprise, mais parfois il y a des ruptures, soit du côté du vécu identitaire, soit du côté de l'entreprise avec l'intégration de technologies inquiétantes comme l'intelligence artificielle. Et c'est là où il faut non pas essayer de rapprocher, de faire quelques petits tours de passe-passe, mais plutôt d'intégrer les choses lentement, posément, structurellement. Alors structurellement, qu'est-ce que c'est ? Là, c'est un peu long, donc je vais aller rapidement. Vous voyez notre intervention, d'abord, est sur plusieurs niveaux. Le niveau organisationnel, il y a effectivement, je m'appuie sur les travaux de Sophie Geneste et d'autres travaux. Il y a la culturation, donc au niveau organisationnel, on fait du retour d'expérience, il y a un nouveau langage. Vous voyez qu'on travaille aussi sur le niveau des métiers et les niveaux individuels. Donc, on donne de nouvelles compétences aux personnes et on les permet d'avoir un nouveau rôle, des nouveaux métiers et de se projeter comme ça. Donc, à 10 ans, je ne serai plus à tel métier, mais je serai sur un autre métier parce que d'une part, j'en ai acquis les compétences et d'autre part, c'est ce que l'on attend de moi et c'est la place qui m'est réservée dans l'entreprise, dans l'organigramme à 10 ans. Donc, les gens comme ça deviennent acteurs. Et un point extrêmement important, c'est le dernier, la dernière colonne. Il s'agit de travailler sur les niveaux relationnels et institutionnels. C'est ce qu'a dit Sophie Geneste. Un gros groupe bancaire, ça travaille sur la donnée. Donc, l'intelligence artificielle est un petit peu l'enfant naturel de la banque. Encore faut-il le prouver. Et pour ça, il faut travailler selon les usages. Il ne suffit pas de dire nous avons de la data, on l'a toujours traité, on passe du tableau Excel à l'intelligence artificielle. Il faut montrer quels usages ça va avoir, en quoi ça ne va pas, en quoi ça va servir les mêmes valeurs, les mêmes normes, ou alors dans ces cas-là, créer de nouvelles valeurs, voir comment elles s'enrichissent, et puis réinscrire toute la démarche dans un champ institutionnel. C'est-à-dire que typiquement, on peut avoir des groupes qui se rapprochent de laboratoires technologiques, même si ce n'est pas leur contexte naturel, l'environnement naturel, se rapprocher d'un laboratoire, voire faire quelques investissements, montre qu'il y a une légitimité qui est plus importante. Donc voilà comment on travaille. On accompagne les entreprises au niveau organisationnel, au niveau des individus et du métier, et au niveau de l'institution. C'est comme ça qu'on crée une démarche d'accompagnement, évidemment, qui est singulière à toutes les entreprises. Au groupe Diel, il n'y a pas de conseil sans gouvernance. Donc, il y a toujours des créations de comités de pilotage. L'objectif, ce n'est pas que nous nous approprions une démarche conseil, mais c'est qu'on vous donne les moyens de vous accompagner avec la création d'indicateurs qui sont vos indicateurs, selon vos normes, selon vos valeurs, avec les outils que vous avez vous-même déployés. Et puis, peu à peu, on accompagne les entreprises pour qu'elles prennent en main toute la démarche. On l'a fait dans divers contextes. Voilà. J'essaye de répondre maintenant à des questions, à moins que, effectivement… Alors, je vois s'il y a quelques questions. Visiblement, il n'y a pas eu beaucoup de questions. C'était peut-être un petit peu technique. Donc, on a un petit peu dépassé, j'en suis désolé. De toute façon, d'une part, le support va être disponible. D'autre part, vous pouvez nous suivre sur les newsletters. On va essayer de détailler lors des prochains articles à la fois le travail, la comparaison que j'ai faite avec Sacha Dinino, auteur de théâtre, et sous le sceau de la confidentialité, essayer de présenter avec un peu plus de détails le travail de Sophie Geneste, et ce qui nous permettra de continuer à avoir une interaction.
N'hésitez pas à vous inscrire aussi au prochain webinaire qui aura lieu le 9 et qui nous permettra, le 9 juin, qui nous permettra d'entrer un peu plus loin, à la fois dans les détails de ce qu'est l'algorithme, de ce qu'est l'intelligence artificielle et de la façon de se l'approprier au sein des entreprises. Je laisse les... Eh bien oui, merci, avec plaisir pour échanger sur ces sujets-là. Je pense que vous pouvez aussi nous retrouver via LinkedIn. C'est aussi une bonne façon d'échanger, de poser des questions, ou bien en réagissant au post qu'on a mis en ligne sur ce webinaire, ou en nous écrivant directement, avec plaisir pour aller plus en détail sur ce sujet-là. Et aussi, en allant au théâtre. Vous pouvez rencontrer donc Sacha sur les planches. Eh ben, je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous souhaite une très bonne journée et surtout, n'hésitez pas à aller au théâtre. On vous attend tous. Voilà. Merci et à très bientôt.